YouTube, aujourd'hui à Udoverne rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous embarque au milieu de cap et d'épée. La belle princesse cherche un époux, serez-vous capable de conquérir son cœur? À vos plumes, chers soupirants. Entre complot et manipulation, vous allez devoir faire les bonnes alliances afin de faire parvenir votre lettre à votre dulcinée. Love Letter est un jeu créé par Seiji Kanai, illustré par Samuel Shimota ainsi que Andrew Bosley et édité par Z-Man Games. C'est un jeu de cartes dans la catégorie historique et médiévale, conçu pour 2 à 6 joueurs de plus de 8 ans. Vous allez y retrouver du bluff, de la gestion de main, de l'élimination, de la déduction, du rôle secret et du pouvoir. Les joueurs ont pour objectif de remporter les différentes manches afin d'obtenir le plus de pions faveur possible pour conquérir le cœur de la princesse. Une partie de Love Letter dure en moyenne 15 minutes. Déballons le jeu ensemble. Alors, Love Letter, c'est un petit format, c'est un jeu de poche qui va se trouver du coup dans cette sacoche. Donc, tout le jeu est dans cette petite sacoche. Donc il n'y a même pas le nom du jeu écrit dessus. C'est juste le logo des pions qui se trouve dans le jeu. Dans le jeu, nous allons du coup retrouver les règles, le livret de règles. Nous allons aussi retrouver 13 pions faveur et les cartes. Donc dans les cartes, nous avons 6 cartes références. Et les autres cartes, c'est 21 cartes personnages. Donc moi les cartes là, on remarque qu'elles sont protégées d'une sleeve. La sleeve mesure 63,5 par 88. Donc c'est facile à retrouver, ça coûte pas trop cher donc, pour protéger le jeu, surtout que vu que c'est que dans la sacoche, les angles des cartes ont tendance à s'abîmer. Donc je pense que pour Love Letter c'est quand même assez nécessaire d'acheter les sleeves. Ensuite, Love Letter, ce qu'il a de bien, c'est que c'est un jeu adapté aux déficients visuels. Donc je m'explique. Donc les cartes, elles ont des gros chiffres. Le nom est écrit en gras et assez gros. Et les personnages sont assez visibles. Donc du coup, il est dans la catégorie adaptée aux déficients visuels. Donc c'est toujours bien de voir que les créateurs de jeux pensent aux gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Passons maintenant à la mise en place. Alors, tac. Pour mettre en place, je vais partir sur un format 3 joueurs. Donc pour commencer, on donne une carte référence par joueur. Voilà. Les cartes références, elles servent à quoi? En gros, sur les cartes références, il y a écrit le nom des personnages que nous allons retrouver dans notre paquet, la valeur de chaque personnage, le nombre de cartes qu'on retrouve par personnage et un petit résumé des effets qu'elles font. Alors attention sur les résumés, ils ne sont pas très précis. Donc c'est bien de checker vraiment dans le livret de règles la précision des cartes, parce que il y a des cartes, dont j'expliquerai au moment d'explication de la carte en l'occurrence, mais il y a des cartes où vraiment ça manque de précision. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on donne chaque carte référence à chaque joueur. Et les autres, du coup, on n'en a pas besoin, on les range. Ensuite, pour un format 3 joueurs, on vient mélanger le paquet comme ça. Donc là, vous donnez le paquet à celui qui mélange le mieux. Ensuite, vous venez retirer une carte du paquet que vous venez mettre face cachée, elle n'est pas visible. Et ensuite, on vient du coup mettre nos cartes restantes. Au milieu, ce sera notre pioche. Bien sûr, on donne une carte par personne.
Voilà. Donc chaque joueur a une carte en main au début de son tour. Passons aux règles. Alors déjà, dans un premier temps, il faut déterminer le premier joueur. Alors c'est pas compliqué. Dans les règles, ils nous disent que pour déterminer le premier joueur, c'est la personne autour de la table ayant écrit récemment une lettre manuscrite. Donc le joueur qui a écrit une lettre manuscrite il n'y a pas très longtemps, bah, c'est lui qui va commencer la partie, et après la suite du jeu va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, pour déterminer qui commence à chaque tour, bah là, ça à vous de voir, soit vous faites chacun votre tour, soit vous le déterminez par le nombre de points qu'une personne a, enfin voilà, ça à ce niveau-là, c'est vous qui voyez. Une partie se déroule en plusieurs manches, jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint le nombre de pions faveur requis, parce que le nombre de pions faveur requis va dépendre du nombre de joueurs présents. Donc en gros, si on est 2 joueurs, il faut 6 pions faveur pour finir la partie, 3 joueurs c'est 5, 4 joueurs c'est 4 pions faveur, et 5 et 6 joueurs c'est 3 pions faveur. Donc une fois que vous avez déterminé le premier joueur, eh bien ce premier joueur, donc là en l'occurrence je vais le faire. Donc en fait chaque joueur prend sa carte en main, hein, elle est visible. Donc moi je regarde ma carte, mes adversaires regardent leur carte. Donc ensuite le premier joueur et tous les joueurs leur tour va se dérouler de la même manière. Donc là, moi qu'est-ce que je fais? Je pioche une carte, ça commence toujours de la même manière. Là je consulte mes cartes. Une fois que j'ai consulté mes cartes et déterminé la carte que je vais jouer, je la choisis, je viens la placer devant moi et j'active l'effet qu'il y aura marqué sur ma carte. Je suis obligé d'activer l'effet. Donc ça, c'est le jeu classique. Ça, c'est un tour de jeu classique. Maintenant, parlons des différents effets des cartes. Donc on va commencer par la première, qui est l'espionne, qui a une valeur de 0, qui est d'ailleurs, je pense, une des cartes les plus dures à comprendre. Donc l'espionne, en gros, comment ça se passe? Lorsque je joue une espionne, donc je la place devant moi, elle n'a pas d'effet immédiat. Ce qu'il se passe, en gros, c'est que c'est un effet passif qui aura lieu, ou en tout cas qui va se déclencher à la fin de la partie. Donc je m'explique. L'espionne, je la place devant moi. Ce qui se passe, c'est que si j'arrive à éliminer tous mes concurrents, et bien du coup, l'espionne vient me rapporter un pion faveur supplémentaire. Lorsqu'on gagne une manche, on prend un pion faveur, et là, l'espionne, du coup, va nous permettre d'en prendre un supplémentaire. C'est le pouvoir de l'espionne. Donc du coup, je pars avec 2 pions faveur. Donc c'est quand même un bel avantage. Mais ça, c'est le cas facile. Ensuite, il y a d'autres cas. Imaginons que un autre de mes adversaires pose une espionne. Donc en tout, vu qu'il y a 2 espionnes dans le jeu, on se retrouve du coup avec 2 espionnes sur la table. Mais que j'arrive quand même à éliminer mes adversaires. Ce qui se passe, c'est que je vais quand même réussir à prendre mon pion faveur supplémentaire. Donc pareil, j'aurai 2 pions faveur. Ensuite, nous avons le cas si on se retrouve donc 2 joueurs à avoir une espionne chacun devant soi et que malheureusement on n'a pas réussi à s'éliminer. Donc du coup, si on n'arrive pas à s'éliminer, on va piocher jusqu'à finir la pioche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va venir, une fois qu'il n'y a plus de pioche, on va venir révéler la carte restante dans notre main. Et celui qui aura la valeur de carte la plus haute gagne la manche. Par contre, étant donné que nous sommes les 2 joueurs avec une espionne devant nous, et bien en fait les espionnes se contrent. Donc là on ne vient pas prendre le jeton supplémentaire. Ensuite, il y a un autre cas où, du coup c'est l'inverse. Là j'ai une espionne, mon adversaire n'a pas posé d'espionne, par contre on ne s'est pas éliminé mutuellement, donc on a vidé la pioche. Par contre, dans ce cas-là, là c'est mon adversaire qui me bat via sa carte qui a une plus grosse valeur que la mienne. Et bien lui il va remporter son pion faveur. Par contre, moi je vais quand même prendre un pion faveur parce que je suis le seul à avoir une espionne sur la table. Et que je ne suis pas éliminé d'ailleurs. Et le dernier cas, du coup, imaginons j'ai eu de la chance, j'ai eu les 2 espionnes. Donc j'ai posé les 2 espionnes sur la carte. Ce qu'il se passe, c'est que du coup,
Si j'arrive à éliminer tout le monde, eh bien je vais gagner le pion faveur parce que j'ai gagné la manche. Et en plus de ça, je vais gagner un jeton supplémentaire. Je n'en prends qu'un seul. Que j'ai une espionne ou deux, je ne remporte qu'un seul jeton supplémentaire. D'ailleurs, mes espionnes ne s'annulent pas. Donc ça, c'était pour l'espionne. Ensuite, nous avons le garde, qui a une valeur de 1. Donc le garde, c'est assez simple. Donc le garde, il y a 6 cartes garde dans le paquet. Donc le garde, c'est assez simple. L'objectif du garde, quand moi je viens poser une carte, donc là j'ai mes 2 cartes en main, je pose un garde, et bien là je peux tenter de deviner la carte d'un autre joueur. Donc ce qui se passe, c'est que je dis à l'autre joueur, tu as un roi, le joueur regarde sa carte, et à ce moment-là, soit il me dit oui, soit il me dit non. S'il me dit oui, il défausse sa carte. Donc, quand on défausse, on la pose de la même manière que quand on la joue. Et du coup, cette personne est éliminée. S'il me dit non, et bien dans ce cas, il n'y a pas de souci, ça passe au tour suivant. Donc, potentiellement à lui ou à celui qui se trouve à ma gauche. Attention, le garde, vu que c'est un joueur qui tente de deviner, on n'a pas le droit de mentir. Voilà. À aucun moment on ne peut dire bah non alors qu'on a effectivement la carte en main parce que ça viendrait complètement déséquilibrer le jeu et du coup l'expérience de jeu elle serait pas du tout la même. On n'a pas le droit avec un garde de tenter de deviner un autre garde. Les gardes entre eux ne peuvent pas s'éliminer. On peut deviner toutes les autres cartes sauf le garde. Donc le garde un peu il s'immunise des autres. Donc ça c'est pour le garde. Ensuite nous avons le prêtre, qui a une valeur de 2. Donc lui, il y a 2 prêtres dans le paquet. Le prêtre, pareil, c'est assez simple. Lui, lorsque vous posez votre prêtre, du coup, vous choisissez une personne qui doit vous montrer sa carte. Donc ça doit être fait discrètement pour pas que les autres joueurs voient sa carte du coup. Donc ça, c'est pour le prêtre. Ensuite, nous avons le baron. Le baron, attention, donc une valeur de 3, il y a 2 cartes baron dans le paquet. Le baron, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on pioche, du coup, on se retrouve avec 2 cartes en main. À ce moment-là, je décide de jouer mon baron. Le baron, lui, il a pour effet de comparer votre main avec celle d'un autre joueur. Donc, ce qui se passe, c'est que on se montre discrètement nos cartes. Celui qui a la valeur la plus haute remporte la petite guéguerre, quoi. Et du coup, celui qui a la valeur la plus basse défausse sa carte et il est éliminé. Ensuite, nous avons la servante qui a une valeur de 4. Il y a également 2 cartes servantes dans le paquet. La servante, pareil, c'est assez simple. Lorsque vous jouez, du coup, vous jouez votre servante, elle vient vous immuniser jusqu'à votre prochain tour. Elle vient vous immuniser de tous les effets des autres cartes jusqu'à votre prochain tour. Donc, c'est une bonne défense. Ensuite, nous avons le prince. Donc le prince qui a une valeur de 5, toujours 2 cartes dans le paquet. Le prince, lui, donc attention, il a pareil, il a des petites subtilités. Le prince, ce qui se passe, c'est que lorsque vous jouez un prince, vous obligez un adversaire à défausser sa carte. Donc là, c'est pas comme le garde il tente de deviner, lui, il l'oblige. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que l'adversaire doit défausser sa carte devant lui, face visible, hein, bien sûr. Et si jamais il a la princesse, il est éliminé. Si jamais la princesse est défaussée, il est éliminé. Par contre, si ce n'est pas la princesse, il repioche une carte et on passe au tour. On passe à la personne suivante. Alors, attention à la subtilité du coup du prince. Si jamais on va jusqu'à la fin de la partie, que les gens n'arrivent pas à s'éliminer, ou en tout cas pas tous, et qu'il ne reste du coup plus de cartes dans la pioche. Vous êtes du coup le dernier joueur à avoir pioché cette dernière carte. Donc vous jouez votre prince, et vous obligez quelqu'un à défausser sa carte. Et bien lui doit quand même défausser sa carte, par contre si ce n'est pas la princesse, il n'est pas éliminé. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer la carte qui a été mise sur le côté. Voilà, c'est tout. La carte qu'il y a sur le côté, normalement on n'est pas censé jouer avec,
sauf dans ce cas-là, pour le prince, où du coup, on peut la prendre. Ensuite, nous avons le chancelier. Le chancelier qui a une valeur de 6, qui a 2 cartes dans le paquet. Le chancelier, lui, pareil, est assez particulier. Lorsque vous avez un chancelier en main, vous décidez de jouer. Donc là, il ne vous reste qu'une seule carte en main. Du coup, le chancelier, son pouvoir, c'est de venir piocher 2 cartes, donc les 2 cartes du dessus de la pioche, les mettre dans sa main, ce qui vous fait 3 cartes en main. Donc là, vous pouvez consulter les 3 cartes. Là, ensuite, il vient choisir la carte qu'il décide de garder. Donc il la met sur le côté, enfin il se la garde, quoi, en gros. Les 2 autres, il se les met dans l'ordre qu'il veut, l'une en dessous de l'autre. Puis il vient remettre ces 2 cartes-là en dessous du paquet. Ça permet du coup au chancelier de pouvoir connaître la fin du jeu. Attention du coup à la subtilité de fin de partie. Si jamais le chancelier est joué alors qu'il ne reste qu'une seule carte dans la pioche, eh bien le chancelier vient quand même prendre cette carte-là, il consulte sa main et décide d'en remettre une dans la pioche. Voilà. Et après, c'est à la personne suivante de piocher du coup la dernière carte du jeu. Et s'il n'y a plus de pioche, le chancelier, il est joué, mais il n'active pas son pouvoir, il ne pioche pas. Ensuite, nous passons dans le top 3 des cartes. Donc, à la suite du chancelier, nous avons le roi avec une valeur de 7, qui est représenté qu'une seule fois dans tout le paquet. Donc le pouvoir du roi, assez simple, lorsque vous décidez de jouer le roi, vous échangez, donc, vous jouez le roi, du coup vous échangez votre carte restante dans votre main avec celle d'un autre joueur. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'il n'est pas souvent joué, mais parfois, ça peut faire changer la tendance. Ensuite, nous avons du coup la comtesse qui a une valeur de 8, qui est également représentée qu'une seule fois dans le paquet. La comtesse, pareil avec l'espion, je pense une des 2 cartes les plus compliquées à comprendre. La comtesse, ce qui se passe, c'est que là, lorsque c'est à votre tour de jouer, vous piochez. Donc vous vous retrouvez avec 2 cartes dans les mains. Imaginons que vous aviez la comtesse avant de piocher. Et que là, à ce moment-là, vous piochez un prince ou un roi. Attention. Eh bien, à ce moment-là, si vous avez une de ces 2 cartes avec la comtesse, eh bien, vous êtes obligé de jouer la comtesse. C'est une obligation. Par contre, attention. Quand vous jouez la comtesse, vous ne révélez pas votre carte. Ça donne un indice aux autres joueurs. Par contre, vous ne la révélez pas. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez bluffer. Vous pouvez décider de jouer volontairement la comtesse, mais par contre, vous n'avez pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le prince ou un roi dans les mains. Vous avez donc bluffé. Donc ça donne une information qui est du coup fausse à vos adversaires, et vous, ça vous permet de gagner du temps dans la partie. Donc ça, c'était pour la comtesse. Et pour finir, donc la carte la plus forte du jeu, la princesse, qui est représentée qu'une seule fois dans le paquet. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'en avais parlé dans le prince. Et bien en fait, la princesse, c'est assez simple. Si elle est jouée ou défaussée, le joueur qui l'a jouée ou défaussée est éliminé. Tout simplement. Donc là, c'est la carte la plus forte du jeu. Par contre, à partir du moment où elle est dévoilée, et ben la personne est éliminée. Donc ça, c'était l'explication des cartes. Donc, pour résumer un petit peu toutes les petites explications que j'ai rajoutées dans les effets des cartes, Love Letter, en gros, c'est un jeu qui se joue par manche. Donc, chaque manche est jouée, jusqu'à ce qu'une personne ait atteinte le nombre de pions faveurs requis. Bien sûr, Love Letter, c'est un jeu de confiance dans lequel on ne peut pas mentir, parce que sinon ça viendrait, comme je l'ai dit plus tôt, perturber l'expérience de jeu. Et donc on ne peut pas mentir, par contre on peut bluffer, voilà, comme je l'ai expliqué dans la comtesse. Passons du coup à la fin de manche, même si je l'ai déjà plus ou moins expliqué dans l'explication des effets. Du coup, une fin de manche, comment ça se passe? Eh bien, s'il ne reste plus qu'un joueur en lice, ça déclenche la fin de manche, il a gagné la manche, donc il remporte son pion faveur.
Si la pioche est vide, et bien dans ces cas-là, on vient comparer les valeurs des cartes des joueurs restants. Celui qui a la valeur la plus haute vient remporter la manche. Et une partie se termine lorsqu'une personne autour de la table a récupéré le nombre de pions faveur requis par rapport au nombre de joueurs présents. Une chose importante à savoir, là pour l'explication de règles, j'ai décidé de jouer les cartes face cachée pour ne pas perturber l'explication. Mais bien sûr, quand vous jouez les cartes, vous les jouez toujours face visible. À part la carte du début qu'on vient retirer, qui reste, elle, face cachée, toutes les autres cartes seront face visible. Ensuite, nous avons une variante 2 joueurs. Donc la variante 2 joueurs, c'est pas très compliqué. Donc là, je suis passé en format 2 joueurs. Donc pareil, toujours, chaque joueur a une carte référence. On mélange le paquet. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours retirer une carte face cachée. Et on va en retirer 3 de plus face visible. Donc, pourquoi, enfin, à quoi ça peut nous servir d'avoir ça? Eh bien, ça nous donne des informations sur les cartes restantes. Parce que c'est un jeu un peu situé dans la probabilité. Il faut déterminer du coup la carte de l'autre joueur pour réussir à l'éliminer au mieux. Du coup, le fait de voir les cartes qui ne sont plus dans le jeu, ça nous permet du coup adapter les probabilités de chance qu'a une personne d'avoir une carte ou une autre dans les mains. Donc ensuite, une fois qu'on a retiré ces 4 cartes-là, on donne une carte à chaque joueur et le reste de la partie se déroule de la même manière qu'expliqué précédemment. En plus de la variante de joueurs, nous avons une version classique. Alors, pourquoi une version classique? Eh bien tout simplement parce que le jeu Love Letter que je vous présente n'est pas la première version de Love Letter. C'est la seconde, c'est une réédition dans laquelle ils ont apporté, dans laquelle ils ont rajouté des choses et apporté des modifications. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Du coup, ils ont rajouté les 2 chanceliers, ils ont aussi rajouté les 2 espionnes, donc les filles un peu reloues, elles y sont pas du coup. Relou mais utile, par contre. Et ils ont rajouté un garde, donc à la base il n'y avait que 5 gardes. Donc ça, c'est les cartes qui n'étaient pas présentes dans la version classique. Par contre, du coup, la version classique ne se jouait que de 2 à 4 joueurs. Après, pour le reste des règles, ça ne change rien. C'était la vidéo présentation et explication de règles de Love Letter. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire exploser les likes et à partager la vidéo, ça coûte toujours rien et ça aide beaucoup la chaîne. Active la cloche et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder les vidéos sans vous être abonné. Retrouve-moi sur TikTok pour connaître mon avis sur le jeu, ainsi que sur Instagram pour connaître le contenu de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et d'ailleurs merci à ceux qui ont participé au sondage précédent, ça fait plaisir. D'ailleurs, si une vidéo stratégie t'intéresse, laisse lettre en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un nouveau jeu. En attendant, bon jeu et abonne-toi!